Enfin, comment l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à devenir plus créatifs collectivement? Donc, je vais présenter quelques bonnes nouvelles et quelques mauvaises nouvelles par rapport au pouvoir et aux limites d'intelligence artificielle. Et je vais présenter un modèle qui vient d'un chercheur, Daniel Handler, qui propose une manière de modéliser ou de penser comment trouver un juste équilibre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est-à-dire dans quel contexte, dans quel usage l'IA peut nous donner des choses très intéressantes et quelles sont les limites ou les contraintes pour lesquelles l'IA ne peut pas remplacer l'intelligence humaine, soit individuelle, soit collective. Donc, on commence par les bonnes et les mauvaises nouvelles par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, la bonne nouvelle par rapport à sa performance, ces dernières années, on a vu un vrai saut dans la performance sur des tâches de plus en plus complexes. Une manière de mesurer la performance des LLM et le test Graduate Level Google Proof Q&A. Google Proof, ça veut dire que même si le LLM peut poser une question sur l'Internet, elle ne va pas trouver la bonne réponse. Donc, il faut raisonner vraiment sur un problème pour trouver la bonne réponse. Les doctorants, les personnes niveau doctoral dans les domaines concernés, qui ont accès à l'Internet obtiennent à peu près 34% des bonnes réponses aux questions hors de leur spécialité et à peu près 80% de bonnes réponses aux questions dans leur spécialité. Et on voit une performance croissante des LLM, the frontier model, c'est-à-dire des modèles sur les frontières comme ChatGPT, Claude et Gemini. Voici un exemple d'une question qui est une question de choix multiples sur la biologie moléculaire. Je ne vais pas tout lire, mais croyez-moi que même des doctorants en biologie moléculaire ne trouveraient pas cette question très simple et de plus en plus souvent, les LLM peuvent trouver la bonne réponse. Quid de la créativité? Donc, un test typique de la créativité, c'est le test Unusual Uses, les usages atypiques pour un objet, comme un marteau ou une raquette de tennis. Et le test qui était conçu pour tester la créativité chez les êtres humains, on donne une certaine durée, 15 minutes, et en 15 minutes, trouver le plus grand nombre d'usages atypiques pour un de ces objets. Et depuis 2023, maintenant ChatGPT-4 surpasse la performance de 91% des êtres humains individuels au test Unusual Uses. Claude, qui est notre LLM, récemment, en janvier 2025, a battu 98% des humains sur notre test de créativité qui s'appelle la tâche d'association divergente. De trouver une liste de mots comme photosynthesis, melancholy, etc., qui sont les plus différents les uns aux autres. C'est notre test de créativité et encore une fois, si on fait une comparaison entre la performance de l'LM et les êtres humains individuels, les LLM sont de plus en plus puissants sur les tests de créativité. Mais voici les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, à mesure que l'IA se généralise, le contenu que nous consultons en ligne, et rappelez-vous que l'IA dépend de la qualité des données sur lesquelles un modèle est entraîné, et typiquement, le modèle est entraîné sur les données qui sont sur l'Internet. Et de plus en plus que ce contenu sur l'Internet lui-même est généré par IA, ça crée un paradoxe. Le paradoxe suivant, que l'IA a besoin de données humaines qui viennent de la vraie expérience humaine pour fonctionner efficacement, mais l'Internet devient de plus en plus inondé de contenu généré pas les êtres humains, mais par l'intelligence artificielle elle-même. Et donc ça induit ce qu'on appelle l'effondrement des modèles, model collapse,
qui se produit lorsque les modèles IA sont entraînés sur les données incluant de contenu généré par des versions intérieures d'eux-mêmes. Et on voit un exemple ici. Si on demande, cette année par exemple, on demande à un LLM, donnez-moi des images des chiens. On peut avoir 6 chiens avec 5 races différentes et peut-être le Golden Retriever, vu que c'est un chien très populaire, va apparaître 2 fois. Ok, c'est très bien. Mais de plus en plus que les images des chiens sont pas des images des vrais chiens, mais des images qui sont synthétisées par d'autres outils IA, on commence à voir une incidence de plus en plus de Golden Retrievers. Donc, à l'année suivante, on aura peut-être 4 Golden Retrievers sur 6. Et l'année d'après, on aura peut-être 6 sur 6. Et avec des petits erreurs dans la représentation d'image, des petits détails qui sont fautifs, on commence à voir un effondrement de la qualité des modèles. Donc, à la fois, le contenu IA, au fur et à mesure, devient plus homogène et moins de qualité, plus déconnecté, de plus en plus déconnecté de la vraie vie. Donc, voici le risque. Et ces erreurs s'accumulent au fil des générations, produisant des résultats de plus en plus déformés et de moins en moins fiables. Mais que faire en face de ce risque d'effondrement des modèles? Donc, d'abord, on peut trouver d'autres sources de données, qui est un grand élément stratégique, un grand objectif des entreprises IA actuellement. Mais ce chercheur Bernard Marr, dans un article août 2024, propose qu'il est essentiel de veiller à ce que les modèles d'IA continuent d'apprendre d'expériences humaines diverses et authentiques afin de préserver leur précision et leur pertinence. Les entreprises et les développeurs d'IA devraient envisager d'intégrer des réinitialisations périodiques au processus d'apprentissage, to the training data, en réintroduisant régulièrement des modèles dans des données nouvelles générées par l'homme. Nous pouvons contribuer à contrer la dérive progressive qui conduit à leur effondrement. Donc, c'est-à-dire que, pour résumer, la qualité d'IA dépend de sa connexion avec des vraies expériences, des vrais inputs qui viennent de l'être humain. Et donc, comment trouver ce bon équilibre entre les inputs et les prises de décision qui sont humaines, et cet incroyable pouvoir de raisonner et de générer des idées qui viennent de l'intelligence artificielle. Comment trouver le bon équilibre? Donc voici un modèle pour le faire qui vient d'un chercheur, aussi un collègue et un ami, Daniel Handler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et membre du département des études cognitives à l'École normale supérieure à Paris, un partenaire académique de l'École d'intelligence collective. Daniel Handler a publié en 2023 son livre Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Et lors de son keynote speech à notre école pendant l'UM6P Semaine de la Science en 2025, il a présenté des idées que je trouvais fascinantes, qui a bouleversé ma manière de voir ce problème de comment l'intelligence artificielle peut renforcer l'intelligence collective. Et donc, je présente son idée en résumé ici. Donc, comment l'intelligence artificielle résout des problèmes? Donc, si on prend un exemple de où investir dans les marchés, par exemple. Donc là, on a un exemple d'un problème très bien structuré, très bien cadré, avec un objectif qui est clair, maximiser le profit, et avec des alternatives qui sont aussi assez claires avec des probabilités. Et pour lequel on peut appliquer ce que les économistes appellent la théorie de choix rationnel, Rational Choice Theory. Et si la vie, la vraie vie, la vie de tous les jours était comme ça, avec des problèmes à ce niveau de structure, avec des objectifs clairs, avec des alternatives et des probabilités bien chiffrables, nous pourrions, dit Daniel Handler, simplement dire nos préférences à l'intelligence artificielle et laisser les machines gouverner nos vies pour nous. Mais est-ce que toutes les situations de nos vies sont construites de cette manière, de comment choisir un bon investissement? Handler propose que non. Et en fait, c'est mieux de prendre un schéma de la prise de décision qui vient d'Aristote, de ce philosophe de
4e siècle avant notre ère. Et dans son livre Éthique et Nicomaque, Aristote, il propose que la prise de décision chez l'être humain trace 4 étapes. Donc, imaginons que je vois une injustice, une crise naturelle, une famine, et je veux faire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais je veux faire quelque chose pour... je suis indigné et je veux faire quelque chose pour aider les victimes de cette crise. Donc, première étape, je forme ma préférence. C'est-à-dire, je préfère d'agir en faveur des personnes qui souffrent de cette crise naturelle. Ça, c'est un souhait ou un désir rationnel. Rationnel parce que c'est pas de faire quelque chose qui est fou chez Aristote, d'aller à la Lune tout seul, mais de faire quelque chose qui est basé sur les faits, les vraies perceptions. Donc ça, il appelle le boulesis. Boulesis, c'est un désir rationnel, une préférence pour un objectif qui est défini dans mon esprit. Deuxième étape, ok, j'ai cette préférence, je veux aider les victimes de cette crise. Deuxième étape, je fais ce qu'il appelle le bouleiosis. Bouleiosis, c'est la délibération. J'imagine toutes les différentes pistes d'action possibles. Je peux donner mon argent à un ONG, je peux aller sur place pour aider à nourrir des personnes, je peux donner l'argent à l'ONU, je peux appeler mon député. Quelles sont toutes les différentes choses que je peux faire dans cette situation? Et Aristote dit, le décideur doit prendre en considération son contexte, ses ressources, ses contraintes et dériver une conclusion rationnelle de ce processus de délibération. Troisième étape, c'est le moment de décision. Et c'est un moment très important chez Aristote où on passe de la délibération rationnelle à une décision, un acte de volonté, le prohairesis. Prohairesis, c'est je me saisis d'une décision, je certifie le résultat de ma délibération ou non, et j'assume la responsabilité de mettre en œuvre ce que j'ai décidé. Donc ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est je passe à l'action, le praxis. Je mets ma décision en œuvre. Et pourquoi ce modèle est intéressant pour nous dans notre époque de IA? Parce que dans chacune de ces 4 étapes, on voit à la fois le pouvoir, la puissance de IA, mais aussi ses limites. Et dans chacune de ces 4 étapes, on verra l'importance de l'intelligence humaine et l'intelligence de nos équipes et nos organisations en face de ce que peut offrir les outils de IA. Et entre parenthèses, pourquoi la prohairesis est si importante, surtout dans l'intelligence artificielle? Parce que dans ce schéma de 4 étapes, la troisième étape, c'est d'assumer la responsabilité. Donc, il est possible que on a bien délibéré, le processus de délibération a été correctement mené, mais on n'avait pas tous les faits, ou on avait un angle mort ou un biais. Et dans ce cas-là, le décision doit rejeter les résultats, même si on a bien exercé notre raison. Si la raison était incomplète ou sur les faits erronés, il faut rejeter le résultat de cette délibération. Si le raisonnement est robuste, mais le résultat est inacceptable dans notre contexte, on doit aussi rejeter. Par exemple, si ma délibération, c'est d'aller sur place pour aider les victimes, mais d'aller sur place, ça veut dire que j'abandonne mes enfants. Dans mon contexte, si j'ai des enfants, ce résultat est inacceptable. Donc, je dois faire autre chose. Et encore, le prohairesis, c'est la transformation, dit Aristote, de la connaissance, c'est-à-dire quelle est la bonne solution a priori, en volonté. C'est-à-dire, j'assume la responsabilité des conséquences de mes actions. Et on voit bien que l'IA n'est pas capable de faire le deuxième. Ça fait le premier très, très, très bien. Quelle est la solution optimale avec toutes les informations que dispose l'outil? Mais d'assumer la responsabilité des conséquences, c'est là où on ne peut pas déléguer ça à un outil numérique. Donc, les limites de l'IA, dit Daniel Handler. D'abord, dans la formation des préférences, l'IA ne peut pas nous dire quelle est notre préférence, quel est notre objectif final. Les êtres humains ont des objectifs multiples et communs. Peut-être je veux faire le mieux possible pour les victimes de cette crise naturelle.
Mais je veux aussi bien occuper de mes enfants. Et donc, j'ai des objectifs multiples et peut-être en contradiction les uns avec les autres. Peut-être j'ai des objectifs aussi qui ne sont pas conscients. Et que mes vrais objectifs pour aider le monde, c'est quelque chose qui va être révélé plus tard dans ma délibération. Ce n'est pas quelque chose que je connais. J'ai aussi des objectifs inconscients. Dans la délibération, l'IA est très bien placée sur les problèmes qui sont représentés en ligne, qui ont beaucoup de données disponibles en ligne. Mais peut-être dans mon contexte local, dans ce que je vois autour de moi, l'IA ne sait pas ce qui se passe dans mon contexte, dans mon quartier, ou dans peut-être le contexte de cette crise naturelle. Ou les informations d'IA peuvent être dérivées des médias ou des réseaux sociaux et qui doivent être incomplètes. Ou bien, et c'est très important, que les préférences qu'on aurait au début de cette délibération ne sont pas les mêmes qu'on aura à la fin. C'est-à-dire que le processus lui-même de délibérer, de générer des idées, de repenser le problème, comme avec Slack et Glitch, le processus révèle d'autres possibilités, d'autres problèmes qu'on n'a pas considérés au début, et même d'autres préférences qui étaient inconscientes au début, mais qui deviennent plus en plus explicites. Et donc, les processus de créativité souvent révèlent des nouvelles préférences qu'on n'avait pas pris conscience au début. Et bien sûr, l'IA ne peut pas consulter des différentes parties prenantes et que l'IA ne peut pas assumer la responsabilité des conséquences imprévues. Donc, si on prend l'exemple dans un site industriel, ce n'est pas l'IA qui va nous dire s'il y a une crise de confiance entre les collaborateurs et la direction. Quels sont les objectifs les plus importants? Les objectifs des collaborateurs ou les objectifs de la direction? On ne peut pas demander IA de décider ça pour nous, de bien cadrer ou formuler le problème. On ne peut pas demander l'IA de nous donner une solution qui est la bonne une fois pour toutes si l'IA ne comprend pas notre situation locale. Et bien sûr, l'IA ne va pas remplacer l'intelligence humaine par rapport à les nouvelles idées, les nouvelles formulations, les nouvelles compréhensions de problèmes qui peuvent émerger si on met en place un dialogue entre les différentes parties prenantes. Et donc, pour le prohérésis, pour la décision, l'IA ne peut pas assumer la responsabilité pour les nouvelles solutions qu'on trouve et ne peut pas implémenter non plus les solutions tout seul. Et donc, on voit ici un résumé des limites, mais l'IA peut nous faire beaucoup de choses positives pour enrichir notre créativité. Mais avant de faire bon usage de l'IA, il faut comprendre, dit Daniel Handler, les limites naturelles. Parfois, on confond deux choses, les problèmes et les situations. Donc, Handler, il dit que IA est très très bien pour trouver des solutions aux problèmes. Et ça veut dire que s'il y a un énoncé précis, avec une solution unique, inconnue, mais reconnaissable par chaque agent compétent, par chaque personne qui comprend la nature du problème, et que l'énoncé de la solution est indépendant du contexte. Quel est le chemin le plus court pour arriver à la gare de Lyon, par exemple? Il y a un énoncé précis, il y a une solution unique, et cette solution ne dépend pas de ma situation personnelle, c'est quelque chose qui est objectif et qui ne dépend pas de moi. Mais la question sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème de ce type? Handler nous propose qu'en fait, c'est une situation, pas un problème. Et il faut bien distinguer les deux. Une situation, c'est un état de fait singulier, situé dans l'espace et le temps. Ça concerne une personne, une vraie personne. Au centre se trouve une personne qui en fait partie, qui est concernée, qui a un enjeu personnel. Une situation peut ne pas avoir une solution une fois pour toutes, qui est objective, qui est universelle. Il faut plutôt voir ce qui est approprié dans cette situation aujourd'hui, peut-être qui est inédite,
compte tenu d'un contexte très spécifique. L'IA est très très bien construit pour trouver des solutions aux problèmes structurés. Mais de nous dire que faire dans une situation, l'IA ne peut pas faire à notre place. Les ingénieurs, les promoteurs d'IA imaginent le monde comme un assemblage de problèmes. Et que dès que l'IA devient de plus en plus puissant, on aura un monde avec une super intelligence qui va gouverner le monde parce qu'il va être de plus en plus puissant pour résoudre nos problèmes de santé, de l'environnement, de politique, etc. Alors que, dit Daniel Handler, le monde n'est pas comme ça. Le monde n'est pas une simple agrégation de problèmes. On ne peut pas avoir cette vision pan-problémiste et arriver à une vraie description de nos vies. En fait, le monde est construit par des problèmes et des situations. De la situation dans laquelle on se trouve chaque jour, on se lève et on dit « Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Et si on n'a pas une compréhension de notre propre contexte, de ce qui est important pour nous, de ce qui porte le sens, ce qui est urgent, c'est le genre de délibération qu'on ne peut pas déléguer à un autre. C'est une situation où il n'y a pas une solution une fois pour toutes. Il y a des pistes d'action et pas des solutions, des problèmes bien structurés. Pour les problèmes bien structurés, comment optimiser le matériel pour un pont, suspension, c'est très bien, c'est structuré, on va trouver des meilleures solutions. Pour comment trouver des traitements de cancer, c'est très bien. Mais des problèmes vicieux, des problèmes qui changent, qui sont évolutifs, qui sont perçus différemment par différentes parties prenantes, c'est là où on doit se rappeler de notre Aristote et s'appuyer sur un bon équilibre entre notre connaissance de contexte local, notre capacité de révéler des préférences inconscientes et notre responsabilité pour les décisions prises. Et donc, en résumé, voici en conclusion, voici pourquoi nous avons encore besoin de l'intelligence humaine. Pour le boulet 6, la préférence, il y a bien sûr pour élargir notre vision du monde, mais c'est à nous, les êtres humains, pour choisir les objectifs appropriés. Dans une délibération ou une séance de créativité, l'IA peut générer des idées, peut nous aider, nous pousser à imaginer par analogie, par des questions provocatrices. L'IA peut être un coach de créativité, peut ouvrir des différentes pistes, peut être un outil de pensée divergente incroyable. Et il peut calculer une solution qui est a priori optimale, mais seuls les êtres humains doivent donner un contexte local et laisser la place à l'émergence de nouvelles préférences qu'on n'avait pas au début de cette réflexion. L'IA ne peut pas assumer la responsabilité de l'impact de son raisonnement. Donc c'est à nous, dit Aristote et dit Daniel Handler, de soit valider ou non les résultats proposés ou la solution entre guillemets optimale proposée par IA et voir si cette solution optimale est en fait le bon dans notre contexte. Donc, on doit certifier le raisonnement de l'intelligence artificielle, assumer la responsabilité et impliquer les parties prenantes pour donner une légitimité aux décisions et passer à l'action. Donc, voici le modèle, le schéma de Daniel Handler par rapport à la bonne répartition de travail, de responsabilité entre l'intelligence humaine, individuelle ou collective, et l'intelligence artificielle qui peut nous guider dans l'intégration des outils IA dans nos séances de créativité. Donc, avec cela, je vous souhaite très bon courage. Merci pour votre attention et à très bientôt.